Bien, bonsoir et bienvenue à tous à ces conférences du Centre de culture numérique. Alors, ce soir, nous allons poursuivre la série portant sur l'intelligence artificielle avec un petit détour dans l'espace, puisque nous verrons particulièrement deux facettes de nos relations avec l'espace. D'une part, la recherche d'indices technologiques, autres que les nôtres, et le développement de technologies qui nous permettent de le visiter. L'intervenant, certains d'entre vous le connaissez, celui qui va nous parler de ce sujet, donc, on ne peut plus éclairer sur ces questions, puisque François Schnell donc, a mené des études en physique en s'intéressant particulièrement à l'astrophysique et au traitement informatique des données dans ce domaine. Il a travaillé d'ailleurs plusieurs années au Planétarium de Strasbourg, qu'il a dirigé dans les années 2000. Et il s'est orienté vers le développement informatique et ses usages. Nous avons aussi la chance de le compter parmi les piliers du Centre de culture numérique depuis plus de 10 ans. Il y a développé une branche importante pour le centre, qui est le Lab numérique. Je vous invite à ce propos à visiter, consulter les formations et les ateliers qu'il propose, que vous trouverez sur le site web ccn.unistra.fr. Alors, je ne vais pas lui prendre plus de temps que ça sur son intervention, donc je lui cède immédiatement la parole. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci Rodrigue pour cette introduction. Alors, toutes mes excuses si je tousse par la suite. J'abrite quelques extraterrestres de type viral et donc j'espère que ça n'interrompra pas trop la présentation. Mais donc l'objectif, effectivement, c'est de se poser des questions sur l'utilisation de technologies de type intelligence artificielle dans un questionnement qu'on a toujours eu quand on a l'occasion d'observer la voûte étoilée dans de bonnes conditions, à savoir quelle est notre place finalement dans l'univers et sommes-nous seuls à se poser cette question. Pour ce faire, on va... alors, pour passer les diapositives, ça va être par là. On va essayer d'avoir une approche qui est pluridisciplinaire. Donc, il y a plein de conférences qui sont très intéressantes sur le sujet qui existent et qui sont souvent faites par des astrophysiciens ou des astrobiologistes. Et nous, on va essayer d'avoir une approche un petit peu plus pluridisciplinaire. Je n'ai pas de réponse en fait aux questions qu'on va se poser. Je vais plutôt vous proposer des pistes et des idées sur lesquelles essayer de réfléchir. Et pour ça, on va invoquer quelques joueurs, quelques partenaires. Le premier joueur, ça va être la science, puisque si on veut comprendre la vie, et notamment la vie intelligente, on aura besoin d'une meilleure compréhension du fonctionnement du monde dans lequel on vit. Le deuxième partenaire, ce sera la technologie, puisque la technologie, c'est souvent une application de la science. Par exemple, l'informatique et le transistor, c'est une application de la mécanique quantique, et on va parler finalement d'informatique aussi, un petit peu d'intelligence artificielle. Eh bien, sans cette connaissance de la mécanique quantique, on n'aurait pas, en tout cas, l'informatique qu'on a aujourd'hui. Donc, la technologie nous permet d'avoir des outils qui vont nous donner des informations plus précises, mais aussi vont nous ouvrir de nouvelles connaissances et donc vont compléter de façon naturelle le partenaire scientifique. Donc ça, c'est un petit peu le binôme, un petit peu science dure sur la gauche. Et sur la droite, on a le binôme un petit peu science humaine. La recherche et la science est faite évidemment par des êtres humains, avec tous leurs points forts, mais aussi leurs points faibles, et les choses qui ne s'autorisent peut-être pas. Et donc la psychologie, et en particulier la psychologie sociale ou comportementale, nous permet parfois de mieux comprendre un petit peu les blocages qu'on peut avoir lorsqu'on essaye d'évoluer dans notre connaissance, et notamment lorsqu'il s'agit de faire des grands changements de paradigme qui peuvent parfois être difficiles à faire. Et puis, du côté sciences humaines, on a aussi la fiction. Ça peut être un outil qui peut nous aider à penser le réel dans ce qu'il n'est pas, mais ça peut être aussi un outil qui nous permet de garder sur la table de jeu plein d'hypothèses, plein de théories, jusqu'à ce qu'on trouve des arguments pour les infirmer ou les confirmer. Et en attendant que ce soit le cas, ça reste finalement des fictions.
Donc, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de pas forcément avoir un objectif final et de ne pas souhaiter finalement un futur désirable. Pour des gens qui ont passé leur vie à réfléchir à la vie intelligente dans l'univers, comme par exemple Arthur C. Clarke, eh bien, il y a deux possibilités, ça paraît logique, soit on est seul, soit on l'est pas. Et lorsqu'on y réfléchit de près, on trouve des arguments à la fois pour et contre sur les deux, dans les deux hypothèses. Il suffit de penser par exemple aux Indiens d'Amérique qui ont rencontré des terriens un petit peu plus évolués, entre guillemets, d'Europe, pour voir que la rencontre n'a pas été forcément très bénéfique pour eux. Donc n'ayons finalement peut-être pas trop d'envie ou d'attente, puisque le joueur psychologie pourra vous dire que dans ce cas-là, on peut appliquer des biais sélectifs et sans s'en rendre compte, sélectionner des arguments qui vont en faveur de ce qu'on souhaite finalement trouver. Et aussi, soyons humbles par rapport à notre connaissance actuelle des sciences. Elle n'est pas complète, cette connaissance, et la science et la physique moderne nous apprend que même les concepts qui sous-tendent cette connaissance aujourd'hui sont absolument pas intuitifs pour les humains, et que nous sommes au final des êtres de réalité diminuée, dans le sens où nous n'avons pas accès évidemment à l'intégralité de la réalité. D'ailleurs, ce serait un non-sens évolutionnaire, puisque le cerveau humain représente 2% de la masse corporelle et consomme 20% de l'énergie du corps, à essayer de trouver des signaux qui sont positifs en termes de ressources pour notre espèce, et à essayer d'éviter des signaux qui correspondent à des dangers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va invoquer le partenaire technologique qui va nous aider à améliorer nos sens et puis à les faire évoluer dans des domaines de longueur d'onde ou dans des aspects qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. On va essayer aussi de faire un petit retour en arrière pour essayer de voir quelles sont les grandes leçons qu'on a apprises dans les grands changements de paradigme dans notre compréhension du monde et voir si on ne peut pas les appliquer de façon plus moderne. Vous savez tous que le changement de paradigme du géocentrisme à l'héliocentrisme s'est fait dans la douleur. Néanmoins, il était tout à fait naturel, ce modèle du géocentrisme, puisqu'il correspond quand même à quelque chose d'intuitif. Effectivement, intuitivement, on voit que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. On a l'impression d'être plutôt fixe. On a l'impression de voir effectivement la Lune aussi qui semble tourner autour de la Terre. On a l'impression de voir les planètes qui se déplacent dans les constellations zodiacales. Et tout ça fait l'illusion d'un géocentrisme, sans oublier la sphère des étoiles, qui, lors des nuits et des heures qui s'écoulent sous la voûte étoilée, semble tourner autour de l'étoile polaire. Donc, le modèle le plus intuitif, ça a été le modèle géocentrique, donc avec l'homme au centre, l'humain au centre. Et donc, si nous sommes au centre, il n'y a probablement pas beaucoup de raisons d'aller chercher loin pour trouver des choses intéressantes. Donc, la recherche de la vie ou d'autres formes d'intelligence, elle est quand même moins intéressante à ce moment-là. Mais, très souvent, si on regarde de près, on pourra peut-être retrouver des anomalies par rapport à ce modèle pourtant qui était intuitif et simple. Et l'anomalie qui va faire ce passage vers l'héliocentrisme, ça va être le mouvement rétrograde des planètes. En particulier ici, on voit la position de Mars à différentes nuits, et puis on voit que tous les 2 ans environ, il y a un retour en arrière. Donc, le modèle géocentrique a proposé avec Ptolémée des épicycles qui sont placés sur le cercle de Mars et qui permettent d'expliquer effectivement ce mouvement rétrograde. Néanmoins, il a fallu en fait un personnage central et probablement le plus important dans le passage à l'héliocentrisme.
Alors, je ne sais pas si vous savez qui est ce personnage le plus important et qu'on va réinvoquer par la suite si on veut avancer dans notre questionnement. Et en fait, il n'est pas très connu, ce personnage, et il s'appelle Tycho Brahe, qui, dans la deuxième partie du XVIe siècle, décide de faire un travail qui est plutôt ingrat, qui consiste à développer des outils de mesure à l'œil nu et à passer ses nuits à mesurer donc et à cataloguer de façon la plus précise possible le mouvement des astres et en particulier le mouvement rétrograde de la planète Mars. Et en ce faisant, il obtient des données qui seront 10 fois supérieures en précision à ce qui était disponible à l'époque. Et ça va être absolument essentiel par la suite pour faire le choix entre les différentes fictions qu'on s'est proposées pour expliquer ce que nos sens voient. Et la fiction, finalement, qui va correspondre le plus à cette réalité, c'est le modèle héliocentrique, mais pas celui de Copernic, mais celui de Kepler. Copernic proposait des trajectoires circulaires autour du Soleil, et Kepler va proposer des trajectoires qui sont elliptiques, dont le Soleil occupe un des foyers et qui va effectivement parfaitement coller du coup à l'observation. Alors, donc, accumuler des données et les avoir de façon la plus précise possible, c'est vraiment essentiel pour avancer dans notre compréhension du réel. Autre grande avancée, c'est le partenaire technologie, inventer de nouvelles technologies. 1609, on voit ici un dessin de Galilée. Donc, il va adapter une technologie existante qui est la lunette des marins. Et il va faire une lunette astronomique qui va grossir x9 et qu'on voit sur la gauche. Et il va écrire un livre en 1609 qui va relater ses observations avec cette lunette astronomique. Donc, qu'est-ce qu'il va voir qui va lui faire penser aussi que le modèle géocentrique n'est pas le bon? Donc, il va voir trois choses. La première chose, c'est qu'il va observer des sortes de montagnes sur la Lune. Il va en faire des dessins dans son livre. Et donc, finalement, ce ne sont pas des astres qui sont parfaitement sphériques. Ça ressemble beaucoup, finalement, à la géographie ou géologie de la Terre. Il va observer des phases sur Vénus. Donc, ça veut dire que Vénus et ses planètes sont des sphères, comme la Terre. Et ça, on le savait depuis les Grecs. Et il va observer nuit après nuit des petits points autour de Jupiter. Et donc, il y a des choses qui tournent un peu comme la Lune qui tourne autour de la Terre. Il y a des choses qui tournent autour d'autres planètes. Alors, vous savez que ça ne s'est pas très bien passé pour lui, qu'il a dû se renier en fait sur ses observations, qu'il est resté à résidence jusque sa mort. Et on se rappelle de cette phrase « et pourtant elle tourne », en référence aux lunes autour de Jupiter. Donc, on ne sait pas s'il l'a réellement dit, hein, il l'a probablement pensé, parce que les institutions, en tout cas, c'est peut-être ses collègues aussi, n'ont pas, enfin l'acquisition à l'époque, évidemment, n'a pas regardé au travers de son instrument et n'a pas accepté de voir en fait ces données. Donc là aussi, c'est une autre leçon, c'est que si vous avez des données, et si vous êtes seul dans votre coin, si vous n'arrivez pas en fait à les montrer ou à avoir une masse critique de gens qui vont s'intéresser avec vous à ces informations, c'est difficile aussi d'avancer. Donc, nouvelle technologie, puis arriver à avoir des suiveurs avec vous. Alors, la lunette astronomique, elle va s'améliorer, hein, les télescopes dans le temps. Néanmoins, si on n'a pas assez de données ou si elles sont floues, ou s'il manque des informations, on peut avoir des choses bizarres d'un point de vue de la psychologie aussi qui se passe. Et autour de Mars, vers la fin du 19e, début du 20e, on a encore une sorte de mythologie qui existe autour de la vie, du coup, sur ces autres planètes, puisque ça ressemble aussi à des planètes donc, comme la Terre. Et là, on voit Percival Lowell, qui est
un astronome mais aussi un homme d'affaires. Il a créé un observatoire qui trouvera d'ailleurs Pluton, qui va être celui qui va aller le plus loin. Vous vous rappelez peut-être de Schiaparelli qui a imaginé des canaux sur Mars. Donc là, on voit la résolution qui était disponible pour ces astronomes. Alors on voit des choses, on voit la calotte polaire, on voit qu'il y a effectivement des aspérités à la surface, mais si on n'a pas suffisamment d'informations, ben, certains vont aller jusqu'à imaginer des choses qui ne sont pas visibles. Et ça, c'est le dessin des canaux imaginés par Percival Lowell, qui sont des canaux artificiels. Et il va écrire 3 livres pour expliquer le fonctionnement en fait de cette civilisation. Et donc pour lui, ces canaux sont doublés parce que si jamais il y en a un qui se bloque, eh ben, l'autre va être fonctionnel. C'est pour vous montrer à quel point on peut aller. Évidemment, aujourd'hui, avec l'avènement des sondes et la visite de Mars, on sait que tout ça était imaginaire et donc c'est aussi un danger que de vouloir une fin en soi. Alors, vous me direz qu'on peut se reporter vers les planètes, vers les autres étoiles. Le premier à avoir proposé ça, c'était Giordano Bruno, et ça s'était assez mal fini pour lui en 1600. Même s'il avait dit encore d'autres choses qui avaient énervé l'Inquisition. Mais il va y avoir un coup de froid dans notre découverte de civilisation vers d'autres étoiles que le Soleil, avec enfin la détermination de la distance à l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure. C'est un système triple de 3 étoiles. Et ce ne sera possible qu'en 1833. Donc c'est très tardif, malgré la simplicité mathématique de la chose, puisque l'objectif, c'est d'utiliser la méthode de la parallaxe, simplement pour mesurer l'angle de l'étoile proche par rapport au fond lointain lorsque la Terre tourne autour du Soleil en un an. Et le résultat, c'est que les autres étoiles sont à des distances qui nous semblent absolument inaccessibles, puisque près de 267 000 fois la distance Terre-Soleil pour l'étoile la plus proche. Donc ça va faire un certain froid, et notamment Auguste Comte, qui est un philosophe, va dire pour la postérité que nous ne pourrons du coup jamais connaître par aucun moyen la composition chimique des étoiles. Mais ça, c'est sans compter sur la beauté de la physique par rapport peut-être à la littérature ou aux mathématiques pures. En physique, on peut faire parler la lumière et on peut aussi faire dire plein de choses au messager qu'est la lumière, et notamment à un point lumineux que sont en fait les étoiles qu'on observe sur la voûte étoilée. Donc, le premier à avoir compris qu'il y avait des choses intéressantes dans la lumière, c'est Newton. En 1704, il écrit un livre sur la lumière. Il fait la décomposition dans le spectre de couleurs à partir d'un faisceau lumineux. Plus d'un siècle plus tard, on a Fraunhofer qui va créer une technologie qui s'appelle le spectroscope ou le spectrographe, plus tard combiné avec des plaques photo. Et avec donc plus de précision, on va voir apparaître des raies manquantes dans la lumière. Et c'est Monsieur Bunsen, du bec Bunsen, qui vous a peut-être ennuyé lors du collège et du lycée, qui lui va faire le lien avec la composition chimique. Donc du coup, vers la fin du XXe siècle, oui, on a déjà, non, vers la fin du 19e, vers la fin du 19e, on a déjà des catalogues avec 10 000 spectres d'étoiles. Et donc, on connaît la composition chimique de ces étoiles. Mais ça va même plus loin. On connaît aussi la température de surface des étoiles. Ça va être la couleur, en fait, qui est la plus lumineuse. Et on connaît aussi la dynamique des étoiles. Ça va être le décalage, en fait, du spectre par effet Doppler d'un côté ou de l'autre. Et tout ça avec un point. Donc, il est clair que les astres et l'univers est très grand, qu'il nous est à notre échelle inaccessible. Néanmoins, on a une chance incroyable, c'est qu'il est incroyablement lisible. Puisque si je donne un point à un littéraire, il ne va pas aller loin. Si je donne un point à un mathématicien, il ne va pas aller loin non plus. Par contre, si je donne un point à un physicien,
on va pouvoir apprendre tout ça sur cet astre qui est inaccessible. Et en plus, comme la lumière met un certain temps pour voyager, non seulement on peut lire l'univers dans l'espace, mais on peut aussi le lire à rebours, finalement, dans le temps. Et cette spectroscopie, elle va continuer et elle va nous intéresser au titre des exoplanètes, puisque depuis quelques années, on arrive à faire des spectres de l'atmosphère des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, en tout cas de certaines planètes. Et là, récemment, il y a eu notamment la découverte de l'arrêt de la signature du dioxyde de carbone sur une planète par le James Webb télescope, et aussi de photochimie qui se passe sur une exoplanète. D'ailleurs, ça nous fait réfléchir aussi sur notre propre planète, la Terre, qui abrite le vivant depuis un certain temps, et qui affecte justement la composition chimique de l'atmosphère. Et s'il y avait une civilisation qui avait cette capacité à détecter notre composition atmosphérique, eh bien, nous sommes visibles, nous, depuis environ 2 milliards d'années, comme candidats intéressants à aller peut-être explorer au niveau de la vie sur cette planète. Alors, ces exoplanètes, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans l'actualité scientifique et même grand public. Ça fait beaucoup rêver. Néanmoins, ce n'était pas quelque chose qui était trivial et évident, et on aurait probablement pu les trouver beaucoup plus tôt. Ici, sur cette photo, vous avez l'endroit où a été trouvée la première exoplanète. Donc, c'est en France que ça a été trouvé. On voit que c'est pas l'observatoire le plus récent et le plus grand pour ce télescope, qui fait moins de 2 mètres de diamètre. On peut le voir avec la taille ici des chaises, et puis l'équipement qui fait un petit peu Jules Verne. Et cette première découverte en 95 a été faite par 2 Suisses, Didier Queloz qui est ici et Michel Mayor qui est à gauche. Michel Mayor à l'époque était en congé sabbatique, et cette première découverte et mesure a été très vite confirmée par un collègue qui s'appelle Paul Butler du côté des États-Unis, qui a fait les mêmes mesures pour confirmer que ça ne dépendait pas du coup de l'instrument. Mais ce qui est assez intéressant, c'est d'écouter en fait les 2 astronomes, à savoir Didier Queloz et Paul Butler, sur la difficulté qu'ils avaient dans l'acceptation de l'étude de ce phénomène. Et Didier Queloz, je l'ai vu lors enfin, il a fait un documentaire où il en parlait en audio, et sinon Paul Butler a fait un article où il en parle à l'écrit, et il parle du ricanement en fait de leurs collègues, voire même des suspicions en fait de conspirationnisme. Donc, comme quoi, ce qui est évident, c'est que l'humain n'a pas beaucoup changé depuis Galilée, et c'est normal. On est sujet aux mêmes mécanismes d'influence, de honte, de peur de se tromper, etc. Et que c'est du coup un élément qui doit être probablement pris en compte dans les difficultés qu'on a à faire dans les changements de paradigme. Parce que pour le coup, trouver des exoplanètes, ça a été réellement un changement de paradigme, puisque aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux exoplanètes et trouve ça d'un naturel incroyable. On a au moins une planète autour de chacune des étoiles, probablement plus. On a entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, donc ça en fait beaucoup. Et actuellement, on a plus de 5000 exoplanètes qui sont confirmées, plus de 9000 qui sont des candidats intéressants. Et du coup, sur le site officiel de la NASA, qui est exoplanets.nasa.gov, qui est très intéressant avec plein d'articles, le questionnement de la recherche de la vie dans l'univers peut se faire de façon naturelle. Donc, on commence à avoir une statistique intéressante sur les planètes. Les statistiques, des astrophysiciens et des astronomes aiment beaucoup ça, parce qu'en fait, c'est à peu près la seule façon qu'on a d'essayer de comprendre un petit peu l'évolution de tous ces astres qu'on observe, qui sont qu'on ne peut pas manipuler dans un bécher, et qui ont des durées de vie qui sont largement supérieures aux nôtres. Et là, vous voyez ici le graphe qui est le plus utilisé pour classifier en fait les planètes.
et les exoplanètes. Donc, à gauche, c'est la taille relative par rapport à la Terre de l'exoplanète. Et à droite, c'est la période orbitale. En fait, plus vous êtes proche de votre Soleil, de votre étoile, et plus vous tournez rapidement. Donc nous, pour la Terre, on se trouve à 1 pour la taille relative, et puis on se trouve à 365 pour notre période orbitale. Alors vous voyez qu'on est dans une zone où on n'est pas très nombreux. C'est-à-dire que le système solaire tel qu'il est, avec des planètes telluriques qui sont proches de l'étoile Soleil, de notre étoile, c'est pas ce qui court pour l'instant, ce qui est le plus courant. Il nous manque encore des statistiques, c'est pour ça que vous voyez cette partie frontière. Il nous manque des données, il faudrait qu'on observe plus longtemps pour voir les étoiles qui sont, enfin les planètes qui sont plus éloignées par rapport à leurs étoiles. Et il nous faut aussi des instruments qui sont plus précis, enfin plus sensibles, pour encore dévoiler cette partie ici. Néanmoins, des planètes, il y en a donc beaucoup, des possibilités donc de développement de la vie, même si c'est peut-être pas forcément toujours sous la forme que nous connaissons, ça fait quand même beaucoup de possibilités. Du coup, l'idée d'aller essayer de trouver des traces ou des preuves de l'existence de vie intelligente ou artificielle est pas complètement dénuée de sens. On le voit dans des films comme Contact, qui était un film intéressant, qui mettait à la fois la croyance et puis les sciences dures en regard. Et on a vu se développer des initiatives, notamment organisées au travers d'un institut qui s'appelle l'Institut SETI, à partir des années 80. Alors, force est de constater que malgré l'implication citoyenne, puisque c'était un des premiers projets de sciences citoyennes où on pouvait télécharger des morceaux d'enregistrement radio pour essayer de trouver par des processus mathématiques des signaux artificiels à l'intérieur. Pas grand-chose de significatif pour l'instant n'a été trouvé. Alors, on pourrait se poser la question pourquoi, et moi je prends juste un petit peu de chaud. Alors, pourquoi rien n'a été trouvé? Eh bien, peut-être parce que les ondes radio, par nature, sont plutôt omnidirectionnelles, hein, elles se propagent dans l'espace et diminuent assez rapidement d'intensité. Peut-être aussi que comme c'est plutôt omnidirectionnel, les ondes radio, peut-être qu'une civilisation intelligente n'est pas forcément suicidaire au point de signifier sa position à l'ensemble de tous les acteurs de la zone qui ne seraient peut-être pas complètement bienveillants. Peut-être aussi que finalement communiquer par des ondes radio, c'est quelque chose de très has-been et de très transitoire dans l'évolution d'une civilisation extraterrestre. Par exemple, là, en ce moment, je ne suis pas en train de communiquer vers vous avec des ondes radio. Hein. On va plutôt passer par des fibres optiques, on va plutôt utiliser la lumière. Et d'ailleurs, sur le programme SETI, il y a aujourd'hui un programme qui s'appelle Laser SETI et qui a pour objectif, cette fois-ci, de chercher des pulses laser qui seraient en direction de notre planète et pourraient détecter d'éventuels signaux. Mais peut-être que même dans le futur, on trouvera que d'autres formes de communication étaient complètement évidentes, comme par exemple des communications quantiques ou d'autres choses qu'on n'a pas encore découvert. Mais c'est vrai que communiquer avec des photons, puisque là, la lumière, c'est des photons, la radio, c'est des photons aussi, c'est intéressant parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide qui se propage dans l'univers. On voyage à la vitesse de la lumière. Imaginons qu'on trouve un jour quand même un faisceau laser dirigé vers nous, il pourrait y avoir des messages dedans, mais il pourrait y avoir peut-être aussi des images qui sont codées, et à nous de les décoder. Peut-être qu'il y aurait de la musique dedans, peut-être qu'il y aurait un programme informatique qui serait peut-être elle-même une intelligence artificielle et avec laquelle il faudrait apprendre à l'installer sur un ordinateur. Et du coup, on aurait presque un voyage, finalement, d'une espèce intelligente, artificielle, avec laquelle on pourrait discuter.
ou bien peut-être que c'est comme pour les jeux vidéo qu'on télécharge sur Internet. Peut-être qu'on pourrait télécharger carrément leur univers simulé, leur métaverse entre guillemets, pour ensuite interagir avec leur simulation. Alors là, c'est de la science-fiction évidemment, mais on peut tout imaginer puisque c'est déjà des choses que nous on fait quasiment. Ça, c'était la première idée de voir du côté des photons, c'est le plus rapide, mais on peut aussi imaginer d'un point de vue de la science-fiction envoyer des choses vers d'autres étoiles, mais cette fois-ci des choses matérielles. Et un des livres qui est inspiré des astronomes, c'est celui de Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke en 1977. Il imagine la Terre en 2077, 100 ans plus tard, un siècle plus tard. Et il imagine que les humains ont la capacité de détecter des géocroiseurs, c'est-à-dire des objets qui se baladent pas loin de la trajectoire terrestre et qui auraient la capacité d'ailleurs de rentrer en impact avec notre planète. Donc cette capacité en fait a été réalisée en fait par les humains bien plus tôt. En 1994, il y a eu la comète Shoemaker-Levy 9 qui s'est écrasée à la surface de Jupiter, qui s'est d'abord désintégrée en plusieurs morceaux sous l'effet gravitationnel de Jupiter, et qui a accéléré les programmes humains d'observation des géocroiseurs. Donc il y a eu un premier programme en 1995 qui porte le nom de Space Guard, qui est en fait le nom du programme dans le livre de science-fiction d'Arthur C. Clarke. Et donc dans son bouquin, c'est un gros cylindre qui arrive, qui tourne sur lui-même pour avoir une gravitation artificielle, et on y découvre une civilisation à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu massif comme histoire, mais néanmoins, ces programmes d'observation des géocroiseurs vont continuer à se développer. On le voit sur le graphe en bas à gauche. Et aujourd'hui, il y a un programme assez important en violet ici, et c'est celui du Pan-STARRS qui se trouve à Hawaï. C'est quelques télescopes qui font de l'observation pour voir s'il y a des choses qui bougent et qui sont potentiellement intéressantes. En 2017, il y a un objet qui est étonnant. D'abord, c'est le premier objet interstellaire détecté. Il y en a eu depuis quelques-uns qui viennent d'être détectés. Mais en plus, il présente des anomalies. Donc, il a une trajectoire qui est clairement pas liée à notre système solaire. Donc, il vient de l'extérieur. En plus, il a le mauvais goût de dévier par rapport à ce qui est attendu de l'attraction gravitationnelle du Soleil. En fait, il dévie de façon proportionnelle à l'inverse de la distance au Soleil, donc légèrement, hein, mais de façon certaine. En plus, il va avoir une luminosité qui n'est pas constante, mais qui est variable et qu'on voit ici sur le graphe. Et qui ne peut s'expliquer qu'en imaginant un objet qui a une géométrie qui est très atypique par rapport à ce qu'on connaît. Donc quelque chose qui est très allongé par rapport à sa largeur, ou quelque chose qui est très aplati. Alors malheureusement, ce qu'on observe ici, là, c'est une représentation d'artiste, parce que en réalité, on n'a que un point qui est visible pour cet objet. Mais ne soyez pas déçus, puisque vous vous rappelez qu'en astronomie, avec un point, on peut faire plein de choses. Donc, il y a eu plusieurs instruments qui ont observé ce point qui a très vite transité à l'automne 2017 et qui ont quand même acquis des informations qui permettent de savoir que l'objet est très réflexif. Donc, il réfléchit beaucoup la lumière, qu'il était très peu émissif en infrarouge, on n'a pas vu non plus de signature moléculaire qui aurait fait penser au dégazage qu'on peut avoir sur une comète, donc c'est pas vraiment
classable dans une comète. Il n'y a pas de queue et en plus, il n'y a pas de signature moléculaire à cet endroit-là. Et puis, sa morphologie ne rentre en rien dans ce que on peut connaître des astéroïdes aujourd'hui. Donc, les anomalies, c'est toujours intéressant, puisque ça peut nous permettre de comprendre donc des choses qui sont nouvelles. Alors, pour l'instant, le consensus dans la communauté astronomique, c'est que c'est un objet naturel, mais qu'il est simplement très atypique, puisqu'on n'en a jamais vu qui ressemble à ça dans le système solaire. Par contre, il y a des astronomes qui ont une vision qui est différente et qui vont être un petit peu un poil à gratter, et puis une zone de discussion qui peut être intéressante, même s'il peut y avoir aussi des biais cognitifs dans cette discussion. Et c'est cet astronome qui s'appelle Avi Loeb, qui a été directeur pour 2 mandats de l'Observatoire de Harvard, qui a plus de 800 publications dans des revues à comité de lecture, et qui lui dit que d'un point de vue de probabiliste, il est plus probable que cet objet ne soit pas naturel plutôt qu'il soit naturel. Donc il en a écrit un livre que j'ai moi trouvé intéressant, et dans lequel il y a une partie sciences humaines justement sur la difficulté de faire des changements de paradigme, et une partie où il explique la dizaine d'anomalies qu'il voit dans Oumuamua. Ceci dit, ça reste évidemment des calculs de probabilité. Il aurait fallu évidemment plus de données pour être certain de la nature de cet objet qui est maintenant partie du système solaire. Il écrit encore beaucoup sur aviloeb.medium.com, où il écrit un article environ tous les 2-3 jours. Il est très prolifique. Alors pourquoi il a fait cette proposition, lui, de quelque chose de très aplati, avec un rapport de la surface par rapport au volume qui est très élevé? Eh bien parce que 1 an auparavant, il travaillait sur un projet qui lui a fait beaucoup penser en fait à la signature de cet objet Oumuamua. Alors Oumuamua, ça veut dire éclaireur en hawaïen. Eh bien, ce monsieur ici, il s'appelle Yuri Milner, et c'est un milliardaire américain, enfin d'origine russe, qui a financé justement des grosses startups à l'époque à la Silicon Valley. Donc il est riche, et il finance certains projets. Et donc il a demandé à Avi Loeb comment est-ce qu'on pourrait aller plus vite observer ce qui se passe autour des étoiles proches. Et après réflexion, et puis il y a aussi avec le concours de Stephen Hawking, qui est un collègue d'Avi Loeb, eh bien, il y a une proposition, à mon sens, intéressante qui a été faite pour essayer d'aller explorer donc, ce qui se passerait autour des autres étoiles proches. Et ça se résume avec la deuxième loi de Newton, que vous connaissez probablement tous. C'est la force est égale à la masse fois l'accélération. Un petit peu d'algèbre. Si on divise par la masse des 2 côtés, on revient à une formule qui est l'équivalent, qui dit que l'accélération est égale à la force divisée par la masse. Donc en gros, si vous voulez accélérer et si vous voulez aller visiter les étoiles proches en une vingtaine d'années, ce qui est l'objectif du projet, à ce moment-là, il va falloir accélérer fortement. Soit vous avez une force sur votre objet qui est importante et que vous pouvez maintenir, et après il faut une force opposée d'ailleurs pendant la même durée, mais soit vous avez une force importante, soit vous essayez de voyager de façon extrêmement légère. Et ça, c'est l'idée de ce projet. L'idée, c'est de partir non pas sur des grosses sondes telles qu'on le faisait jusqu'à présent, mais de partir sur plein de petites sondes, des nanosondes très peu massives, avec de l'électronique finalement comme vous l'avez dans un smartphone, et d'essayer donc d'accélérer tout ça. Alors comment faire? Eh bien, du coup, sans moteur, sans humain, parce que c'est quand même très, très lourd, un humain, et puis il faut lui amener plein de choses, sans moteur et sans carburant. Et du coup, l'idée, c'est de sortir tout ça de votre petit vaisseau. Et du coup, eh bien, votre moteur, ça va être un système de rayons laser qui va pousser une voile solaire. Ça, c'est un projet que je trouve intéressant parce qu'il y a plusieurs autres projets. Il n'y a pas que Avi Loeb qui est intéressé par ce concept de voile solaire.
Et ça pourrait être effectivement un moyen de propulsion intéressant, ne serait-ce que dans notre système solaire et peut-être donc au-delà. Et vous voyez qu'une voile solaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce n'est aplati, et que du coup, un objet comme ça, qui est en train de tourner sur lui-même, pourrait peut-être avoir, et qui est à la dérive, pourrait peut-être avoir une signature un petit peu comme Oumuamua. Et en plus, un petit réseau laser comme ça, qui est quand même un peu la difficulté du projet principal, ça permettrait aussi peut-être de communiquer vers des candidats intéressants à la vie avec votre système laser, simplement au-delà de simplement pousser vos voiles solaires. Alors, est-ce que c'est complètement stupide cette idée de se dire qu'on enverrait du coup des choses vers d'autres étoiles pour voir un petit peu ce qui s'y passe et d'essayer d'étendre finalement notre culture ou notre connaissance de l'univers proche de cette façon? Alors, c'est pas complètement stupide, hein, les étoiles ont une durée de vie, forcément. Nous, on arrive tardivement dans le grand théâtre de l'univers, hein, 13,8 milliards d'années aujourd'hui, donc nous, on est vraiment tardif. Donc, s'il y a eu une civilisation qui s'est développée dans notre galaxie, il n'est pas impossible qu'elle ait essayé de faire comme nous. Nous, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a déjà envoyé 5 sondes avec quelques petites œuvres artistiques. On a même envoyé un disque avec de la musique. Donc 5 sondes avec New Horizons qui n'est pas sur ce dessin ici. Et on s'apprête donc à réfléchir, à développer en fait ce projet d'envoyer plein de nanosondes en direction des autres étoiles. Alors si on regarde un petit peu les ordres de grandeur, ici on se trouve ici, le Soleil entre les deux bras ici. Le rayon de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Si on se déplace effectivement à 10% de la vitesse de la lumière, ben en 1 million d'années, on peut traverser la galaxie. En quelques millions d'années, on pourrait théoriquement coloniser notre galaxie. Et quelques millions d'années, c'est beaucoup plus faible, hein, c'est 1000 fois plus faible que, même 10 000 fois plus faible que les 12,8, enfin les milliards d'années de vie de notre univers. Donc ça, c'est une idée. Ensuite, il y a aussi des choses un petit peu biologiques hein, qui ont tendance à se déplacer dans le système solaire et qui peuvent aussi nous inspirer en tant que véhicule d'information. Récemment, il y a une sonde japonaise qui a récupéré des échantillons sur un astéroïde et qui a découvert tous les nucléotides nécessaires à la vie sur Terre, donc toutes les briques du vivant. Récemment aussi, des bactéries qui sont complètement mortes physiologiquement ont pu être réactivées dès qu'elles rencontrent en fait des conditions qui sont propices. Donc les bactéries, ça peut être quelque chose qui dure beaucoup et qui est capable de soutenir des milieux très létals comme l'est l'espace pour nous. Et il y a également une nouvelle discipline qui est en train de mixer la biologie et notamment cellulaire avec sa capacité à réparer et à se reproduire. On n'a pas en informatique pour l'instant, hein, on ne sait pas trop faire des robots là, qui se réparent automatiquement et se reproduisent. Par contre, la biologie, elle sait faire ça depuis très très longtemps. Et donc à Boston, il y a des laboratoires qui ont développé des systèmes qui s'appellent les xénobots et qui sont des assemblages biologiques cellulaires qui peuvent être du coup designés pour accomplir certaines tâches et qui peuvent être designés aussi pour soutenir certaines conditions que nous, on ne pourrait jamais soutenir et qui sont en capacité justement de s'auto-réparer ou de se reproduire. Peut-être que les sondes qu'on enverra un jour ne seront pas forcément, les nano-sondes qu'on enverra un jour, ne seront peut-être pas forcément que sous format silicium informatique, mais seront peut-être des combinaisons des deux. Alors, tout ça, ça nous amène aussi, du coup, si on envoie des choses vers d'autres étoiles, est-ce qu'on nous a envoyé des choses vers nous? Et est-ce que c'est éventuellement encore actif et intelligent? Donc, ça nous amène sur le terrain très glissant des ovnis, objets volants non identifiés,
Là, on rencontre deux types de publics. On rencontre soit des croyants qui vont vous dire qu'on est déjà en contact avec les extraterrestres, soit on rencontre des gens qui sont complètement sceptiques, qui sont plutôt des pseudo-sceptiques et qui estiment qu'il n'y a absolument rien à voir dans ce phénomène. Je crois que la bonne approche, c'est d'essayer d'avoir une approche qui est neutre, d'être sceptique, mais néanmoins d'être ouvert d'esprit et surtout d'appliquer ce qu'on a appris avec Tycho Brahe. Si on veut avancer dans nos différentes conceptions des choses, il va falloir qu'on essaye d'accumuler un maximum de données et les accumuler de façon la plus précise possible pour découvrir des choses d'ailleurs qui auront peut-être absolument rien à voir avec les extraterrestres, mais qui pourront peut-être être aussi des phénomènes intelligents, mais qui sont tout à fait terrestres, on ne sait pas. Alors en France, on a quand même la chance d'avoir une toute petite section du CNES qui s'appelle le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, dont l'idée est simplement d'avoir une instance institutionnelle pour classer des trucs qu'on ne comprend pas bien, et puis les phénomènes que rencontrent peut-être les gendarmes ou simplement des citoyens qui veulent témoigner sur des phénomènes qu'ils observent notamment dans le ciel. Donc la première étape, c'est simplement de cataloguer ces informations pour les utiliser peut-être le jour où on sera capable d'avancer. Donc l'immense majorité des cas, en fait, sont pas intéressants, puisque malheureusement, nos concitoyens n'ont plus du tout l'occasion d'observer le ciel étoilé et sont capables de confondre la Lune et Vénus pour des vaisseaux spatiaux dans certaines conditions. Il y a beaucoup de cas aussi qui sont simplement là parce qu'il n'y a pas suffisamment de données d'observation, ça a été trop court, et il y a quand même un tout petit nombre de cas, 3% dans le catalogue du GEPAN, une centaine de cas, qui sont des phénomènes réellement intéressants, non identifiés après enquête. Donc, il y a un documentaire que moi j'ai trouvé intéressant, qui est un petit peu à l'équilibre entre la croyance et puis le déni complet, qui est OVNI, une affaire d'État 2019, Dominique Filol, qu'on trouve assez facilement sur Internet, et qui interviewe justement les institutions, en particulier le GEPAN, mais aussi un ancien de la DGSE et aussi des politiques américains, parce qu'aux États-Unis, depuis 2017, il se passe aussi des choses dont on reparlera. Néanmoins, donc le phénomène OVNI, ou plutôt les PAN, sont difficiles à étudier parce que ce pas des phénomènes qui sont permanents, et ce pas des phénomènes non plus qui sont cycliques, et on sait exactement à quelle heure il faut venir pour pouvoir les étudier. Et ça, c'est réellement difficile, puisque c'est difficile d'intéresser des chercheurs à quelque chose qui est extrêmement rare et qui peut-être ne se produira pas du tout de leur vivant. Donc, comment est-ce qu'on fait Ce qui est intéressant, c'est de revoir un petit peu l'histoire. Il a quand même fallu attendre le début du 19e, 1803, pour établir la réalité scientifique des météorites. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui se déplace dans le ciel, et puis on trouve un objet qui n'a rien à voir avec la géologie locale. Eh ben, le lien n'a été fait que à cette période-là. Et en fait, il a fallu avoir 3000 événements, 3000 météorites qui apparaissent simultanément, un météore qui se laisse désintégrer au-dessus de la ville de l'Aigle, pour avoir suffisamment de témoins et finalement acter en fait la réalité du phénomène, alors qu'il a été observé par les humains depuis les débuts de l'humanité. Donc, aux États-Unis, il y a un nouvel intérêt autour de l'étude du phénomène. En 2017, il y a eu un article dans le New York Times, qui n'est pas une publication scientifique, hein, mais qui va leak en anglais des vidéos qui étaient déjà sur Internet depuis longtemps et qui montrent des objets se déplaçant à grande vitesse sur des vidéos infrarouges prises par des avions de chasse. Donc ça, c'est 2017. Et qui indique qu'il y a un programme d'études qui existe et qui est financé secret américain. Bon, 2017. 2020, la Navy confirme ces 3 vidéos. Elle dit qu'elles sont réelles, qu'elles ne sont pas truquées,
et que par ailleurs, ils sont intéressés de comprendre en fait ces phénomènes. Ils disent pas du tout que c'est extraterrestre, hein, ils disent que simplement ils ont effectivement des cas similaires et qu'ils encouragent leurs pilotes à témoigner davantage puisque le sujet est quand même très stigmatisé. Et d'ailleurs, ils changent le vocabulaire, ils parlent de UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, justement pour éviter la stigmatisation qui est liée aux UFO aux États-Unis. Évidemment, le Congrès s'émeut d'apprendre que l'espace aérien n'est pas sous contrôle aux États-Unis et du coup demande des comptes, demande des comptes à la Navy. Et donc, il va y avoir un rapport qui va être fait, qui est partiellement, enfin, il y a 9 pages qui sont publiques, et puis tout le reste est confidentiel. Mais dans les 9 pages qui sont publiques, on y apprend des choses intéressantes. La Navy dit qu'elle a 80 cas avec du visuel, du radar et aussi de l'infrarouge. Et ça devient intéressant parce que si on commence à avoir des données, eh bien, notamment prises à différents endroits par différents acteurs en différentes longueurs d'onde, on peut peut-être apprendre quelque chose sur le phénomène. Malheureusement pour nous, les militaires ne sont pas une bonne source pour la science, parce que les capteurs des avions de chasse et puis les capteurs militaires de façon générale sont classifiés. Et la raison qui est donnée par les militaires, c'est que si on connaît les fréquences à laquelle fonctionnent les capteurs, notamment les capteurs dits actifs qui envoient de l'information et qui en reçoivent, eh bien, il est très facile du coup de les contourner ou de les brouiller. Et c'est pas du tout quelque chose qu'ils souhaitent donner à leurs ennemis. Donc du coup, il faudra trouver d'autres moyens pour aller chercher de l'information sans passer par les militaires, et ce qu'on va essayer de voir après. Mais avant de passer à la diapositive suivante, il semblerait que certains des cas, tels que relatés par donc les militaires, évidemment moi j'étais pas là, hein, mais il semblerait que certains des cas réagissent de façon intelligente aux pilotes. L'un des cas les plus emblématiques, c'est celui du tic-tac, de par la forme en tic-tac de l'objet, qui aurait été vu et engagé par un pilote en 2004 à l'ouest de San Diego. Il y a une zone d'entraînement qui sont les zones des îles Catalina qui sont utilisées par la Navy pour leurs entraînements. Et lors de cet exercice militaire, la Navy indique qu'un pilote observe une sorte de remous à la surface de l'eau et puis il regarde avec un deuxième avion qui confirme voir aussi quelque chose d'inhabituel. Et donc, ce qu'il voit, c'est un objet qui a la forme d'un tic-tac et qui se déplace, qui change de direction, qui se déplace, qui change de direction, qui se déplace, qui change de direction, de façon aléatoire. Ça fait déjà penser un petit peu à l'informatique. Quand on cherche des objets de façon sans savoir exactement où ils sont, on peut adopter un algorithme qu'on appelle une random walk, une marche aléatoire, jusqu'à qu'on trouve la zone qui nous intéresse. Le pilote qui s'appelle David Fravor et que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube parce qu'il y a eu plein d'interviews avec ces pilotes qui sont maintenant à la retraite, va descendre sous la forme d'une spirale pour voir de plus près ce dont il s'agit. Et à ce moment-là, l'objet fait le mouvement inverse et va se diriger en direction de l'avion. Donc là aussi, on a l'impression de voir un mimage du mouvement. On mime le mouvement. Enfin, même nous, les humains, parfois, on mime des choses avec nos animaux de compagnie pour communiquer avec eux. Et peut-être que c'est une façon de voir si, de l'autre côté, c'est conscient et si ça réagit à notre présence. Et puis, lorsque l'objet était à proximité de l'avion, il a, semble-t-il, disparu ou s'est déplacé quasi instantanément et s'est retrouvé à un autre endroit de la zone d'entraînement. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne fait pas penser à de la biologie, parce que si l'habitacle, si c'est un objet, si l'habitacle est soumis aux lois de l'inertie, à ce moment-là, quelque chose de biologique aurait beaucoup de mal à soutenir de telles accélérations. Peut-être que quelque chose d'informatique pourrait davantage le faire.
Donc, il faut des données. Les militaires n'en donnent pas. Et du coup, Avilov, qui se trouve ici, est quand même arrivé à avoir quelques alliés autour de lui. Alors, il n'a pas de financement public parce que c'est quand même un petit peu trop fringe et borderline comme science. Et l'objectif, c'est, il a fondé un projet qui s'appelle le projet Galileo. Et l'objectif, c'est de trouver des technosignatures à proximité de la Terre, voire même dans l'atmosphère terrestre. Il a quand même le soutien du doyen d'Harvard, hein, c'est pour ça qu'il est sur le site de l'université, et ce sont des financements qui sont essentiellement privés, pour le coup. Donc, c'est des chercheurs et des doctorants, et là, l'idée, c'est déjà de rechercher dans les catalogues existants s'il n'y a pas justement des anomalies qui n'auraient pas été vues. Et il en a trouvé d'ailleurs un météorite qui vient du milieu interstellaire et qui se serait craché dans la mer de Nouvelle-Guinée. Et on verra comment on pourra en obtenir plus des objets interstellaires, hein, qui sont peut-être tout à fait naturels par ailleurs. Hein. Ils sont en train de développer aussi des capteurs et donc des systèmes automatisés avec un petit télescope dont l'objectif est d'observer en fait le ciel dans différentes longueurs d'onde, dans les longueurs d'onde qui sont suspectées intéressantes pour trouver des anomalies. On risque aussi d'avoir davantage d'informations intéressantes sur les objets qui viennent du milieu interstellaire, avec un projet qui est tout aussi important à mes yeux que le James Webb Telescope, qui nous permet de sélectionner un seul objet et de le voir de façon extrêmement précise. Il y a le pendant en fait, du James Webb Telescope, mais avec cette fois-ci un champ d'ouverture très large pour faire une sorte de vidéo, si vous voulez, de la voûte étoilée. C'est un télescope qui devrait être en fonction, s'ils n'ont pas pris de retard en 2023 sur la cordillère des Andes, avec 8,4 mètres de diamètre. Et c'est le plus gros capteur photo jamais réalisé dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on voit ici la Lune par rapport au capteur photo. Chaque photo comprend des gigaoctets d'informations. Et le télescope va repasser donc à plusieurs reprises successivement sur les mêmes régions du ciel pour essayer de trouver des choses qui bougent. Et donc les géocroiseurs, le catalogue de géocroiseurs risque beaucoup de s'étoffer. Et il n'est pas interdit de penser qu'on va découvrir de nouveaux objets qui viennent du milieu interstellaire et peut-être que dedans il y aura des anomalies ou pas. Et au final, si un jour on rentre en contact avec une forme de vie intelligente, on est en droit de se dire qu'avec notre culture, avec nos concepts et nos limitations un petit peu humaines, on risque d'avoir des parcours quand même de vie très différents et qu'on risque d'avoir du mal à communiquer. C'est l'objet d'un film de Denis Villeneuve qui s'appelle en anglais The Arrival, en français je ne sais plus, et qui montrait ici dans cette photo une linguiste qui était appelée à la rescousse pour essayer de comprendre en fait le langage de cette forme de vie extraterrestre. Donc ça sera difficile. Mais on peut peut-être penser que il y a un langage qui pourrait éventuellement être commun, qui serait celui des mathématiques, celui de la science, qu'une forme de vie intelligente, une civilisation intelligente aurait découvert les mêmes lois de la science que nous, et que finalement l'IA n'est rien d'autre que de la théorie de l'information mise de façon pratique, qu'une IA aurait peut-être plus de facilité à communiquer, et d'ailleurs plus d'interactivité, de rapidité, à tester tout plein de solutions avec un système IA autre qu'avec un humain qui va mettre du temps à réagir et puis à répondre. Donc tout ça pour dire que l'IA a probablement un intérêt ou sera peut-être effectivement un acteur dans la recherche de la vie intelligente autre qu'humaine, si un jour il y a un tel contact ou une telle confirmation. Déjà pour détecter des anomalies, puisque en astronomie, astrophysique, on travaille sur des très grands ensembles de données, puis il est évident avec le nouveau télescope Vera Rubin, qui va observer une bonne partie de la voûte étoilée,
on est vraiment sur du big data et que c'est probablement pas des humains qui vont tomber par hasard sur les anomalies s'il y en a, mais du machine learning et donc de l'intelligence artificielle qui va détecter et sortir ces anomalies. Communiquer donc vers une autre IA serait peut-être plus facile effectivement pour une IA. Même pour voyager dans l'espace, pour ma part, je ne crois pas beaucoup à l'homme en fait dans l'espace. On a des millions d'années d'évolution sur ce caillou terrestre et on est juste adapté à la surface de ce caillou terrestre et même pas à l'intégralité de la surface du caillou terrestre. Quand on va sur le mont Everest, on n'y reste pas très longtemps. Quand on traverse le Sahara, on n'y reste pas très longtemps. Et pourtant, c'est incroyablement plus propice à la vie que, évidemment, et accueillant que le milieu, de l'espace. Donc, si on envoie quelque chose dans l'espace, il est possible que ce soit nos enfants technologiques qu'on enverra, parce que eux, on pourra probablement les adapter à ce milieu inhospitalier. On pourra aussi, si on les envoie de façon matérielle, les accélérer beaucoup plus facilement, ou si on les envoie sous forme de photons, essayer d'avoir un contact pour être reproduit de l'autre côté par une intelligence, une autre civilisation, ce sera là encore de l'IA. Et puis, un des intérêts qui serait peut-être le plus important dans notre capacité à évoluer, ce serait de pouvoir avoir quelqu'un à blâmer, puisque nous, les humains, on a du mal à accepter de faire des erreurs. La première des choses qu'on nous explique quand on grandit, c'est que tu n'as pas honte de ceci ou de cela. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à faire pour nous, notamment la peur du rejet de l'autre, on est des animaux sociaux, la peur de l'échec. Et si on peut dire à nos collègues, mais qu'est-ce qu'elle est conne cette IA, c'est elle qui a fait la faute, ce sera plus facile de garder sur la table plein d'hypothèses, peut-être, si on arrive à ne pas introduire en fait nos biais directement dans nos IA, qui vont probablement devenir non seulement des assistants pour la recherche, mais aussi peut-être des vraies pistes vers des changements de paradigme, en tout cas des découvertes qu'on aurait eu du mal à faire nous-mêmes.